Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter, comme à l'habitude, deux organismes. On va s'intéresser à l'inclusion et à l'intégration aujourd'hui. Je vous réserve évidemment deux belles surprises. Alors, parlant d'intégration et d'inclusion, on va commencer avec un premier organisme, si vous voulez bien, qui est directement sur la mire de l'intégration. Et il s'appelle Intégration TSA. TSA, évidemment, pour troubles du spectre de l'autisme. On va faire tout ça aujourd'hui avec la directrice générale de l'organisme Intégration TSA, qu'on baptisera peut-être des fois ITSA, avec Julie Lahaye, directrice générale. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Excellent. Très heureux de vous recevoir à l'émission des Héros Anonymes. Intégration TSA est un organisme qui a été mis sur mon radar il y a un petit moment. Vous êtes, déjà pour circonscrire les gens, vous êtes dans la région de Québec, hein? Exactement. Parfait. Donc, si jamais vous n'étiez pas à Québec et vous ne connaissez pas ITSA, c'est correct, on ne vous en tient pas rigueur. Pour les gens de la région, de la capitale nationale, qu'est-ce que c'est, et pour les autres, là, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'ITSA? Intégration TSA, c'est un organisme qui a été fondé par des parents qui n'étaient pas satisfaits, en fait, des services qui leur étaient proposés une fois que leur adulte passait le cap du 21 ans. Donc, ils ont décidé de créer un organisme communautaire en 2013 qui allait, en fait, avoir une synergie entre l'éducation aux adultes, donc l'éducation pour des personnes autistes passées 21 ans, et aussi le fait de contribuer à la société. Donc, ils voulaient mixer, en fait, la poursuite des apprentissages, mais avec un projet de vie concret au niveau socio-professionnel. Donc, ils voulaient que leurs enfants contribuent à la société rendus à l'âge adulte, bien que leurs enfants avaient quand même des besoins qui étaient importants. Donc, voici un petit peu l'historique, là, ou en tout cas, pourquoi ITSA a été mis sur pied par des parents. Bien, je pense que c'est à juste titre parce qu'on l'a constaté, puis on en a parlé dans les dernières années. Après 21 ans, on dirait qu'il y a un vide. Hein? Il y a plus, il y a moins de services, il y a un abandon de ces jeunes-là qui transigent vers la vie adulte? Bien, c'est sûr qu'il y a un bris de service dans le sens que jusqu'à l'âge de 21 ans, les gens en besoin particulier, là, que ce soit en déficience intellectuelle ou en trouble du spectre de l'autisme, peuvent être scolarisés. Donc, pour ceux qui vont avoir une scolarisation en classe régulière avec des mesures d'adaptation, tout ça, bien, ils vont suivre le parcours que vous et moi vont faire, c'est-à-dire d'avoir un emploi, puis la vie en appartement, puis bon, tout ce que comprend la vie d'adulte. Mais quand on est face à des jeunes adultes qui ont des besoins importants, donc on parle de soutien important, que ce soit dans l'autonomie fonctionnelle, dans l'exécution de tâches de travail ou dans l'accompagnement, bien là, à ce moment-là, oui, là, on peut dire qu'il y a vraiment un bris de service qui est important. C'est sûr que dans les dernières années, il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit à Montréal ou à Québec ou ailleurs, là, qui ont été mises en place. Mais très certainement, l'autisme est toujours un petit peu mélangé avec d'autres clientèles. Ouais. Donc, si on parle du TSA, ce qui est particulier, c'est qu'on travaille juste avec des personnes autistes. Donc, il y a des parents qui ont eu le bonheur que leur enfant soit en mesure de se faufiler dans des organisations qui desservent à la fois la déficience intellectuelle et le TSA, mais il reste quand même une portion de la clientèle qui ont des besoins plus spécifiques où est-ce que la structure demande plus d'adaptation. Et là, oui, on parle vraiment de bris de service pour eux. Voilà. Bien, je comprends tout à fait. La table est mise. On comprend qu'à 21 ans, il faut qu'il se passe quelque chose. On comprend qu'il y a une réaction des parents, une réaction qui est tout à fait légitime. Il y a un bout de temps par rapport à cette situation-là. Et là, quand Intégration TSA a vu le jour, puis bon, je vais vous dire, on va se ramener ici, là, 7 ans plus tard à peu près, là, on est en 2023. Qu'est-ce que fait au quotidien cette organisation-là pour ces jeunes-là, dans le fond? Exact. Donc, 2013, le conseil d'administration est fondé. Ils prennent 3 ans pour planifier un petit peu ce qu'ils vont faire. Donc, mars 2016, on ouvre nos portes.
Donc, à la base, on a un protocole d'entente avec la commission scolaire de la capitale, donc on est dans la région de Québec, qui nous permet de faire des enseignements au niveau de l'intégration sociale et de l'intégration socio-professionnelle. Ce sont des programmes que le ministère de l'Éducation offre à la formation aux adultes. Donc, au départ, c'est ce qu'on met en place. Moi, j'arrive en poste quelques mois après l'ouverture. Sur la table, il y a un rêve de parents, c'est-à-dire que leurs enfants partent à tous les jours aller contribuer à la société comme citoyens et comme travailleurs, mais ne savent pas nécessairement comment on va organiser les services pour se rendre à ce résultat-là. 3 ans plus tard, moi, en ayant une entente avec le ministère de l'Éducation, ils nous permettent un nombre d'heures, en fait, qui est subventionné pour réaliser les apprentissages au niveau des 2 programmes scolaires que je vous ai mentionnés. Mais on comprend, vous et moi, qu'il y a un compteur, il y a encore un nombre d'heures, il y a encore une limite, il y a encore un moment où est-ce qu'on va devoir dire aux parents, c'est terminé, on a fait ce qu'on pouvait faire avec les sous qu'on avait et donc, je vous retourne votre adulte à la maison. Donc, moi, à ce moment-là, on est à peu près en 2017-2018. Moi, je propose au conseil d'administration de faire un 2e volet qui, là, va vraiment s'inscrire dans le socio-professionnel. Parce qu'il faut bien comprendre que la clientèle que ITSA dessert, c'est une clientèle qui, aux yeux du ministère du Travail, n'est pas une population de travailleurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont majoritairement être sur la solidarité sociale avec une prime d'invalidité au travail. Donc, ce n'est pas des jeunes qui vont se diriger vers les entreprises adaptées ou vers un emploi avec subvention dans une entreprise privée, par exemple. Donc, normalement, c'est des jeunes qui vont se diriger vers les CIS et les CIUS. Ouais. Puis, comme je vous rappelle, les parents n'étaient pas nécessairement satisfaits de la proposition qui était faite à ce niveau-là. Donc, 2018, le conseil d'administration accepte le projet que je leur soumets qui s'appelle Libellule. Donc, Libellule, en fait, c'est un plateau de travail et des équipes volantes en entreprise, mais toujours sous la supervision d'un éducateur. Donc, il y a un éducateur formateur qui est avec eux. C'est une organisation de service qu'on va voir dans d'autres organismes auprès de d'autres publics, mais qui, au niveau du TSA, n'était pas quelque chose qui était connu là, au moment où est-ce que moi j'ai fait la proposition. Donc, depuis 2018, on a fait des initiatives pour avoir un plateau de travail et des équipes volantes en entreprise. Okay. Pandémie est arrivée, ça nous a mis un petit peu là, ça nous a bousculé un petit peu au niveau du financement, au niveau des ressources humaines aussi, on avait des enjeux à ce niveau-là. Donc, actuellement, en 2023, ITSA, c'est un milieu de vie, un milieu de formation qui dure 3200 heures pour les adultes autistes. Et on a une offre de services socio-professionnels pour les personnes qui ont terminé la formation. Ah ben quand même, 3200 heures, hein, vous avez bien dit, c'est pas une formation d'une fin de semaine là, sur le bout d'une table. Non, pas du tout. Les jeunes sont avec nous parce qu'en moyenne, ils vont fréquenter 2 jours par semaine l'organisme. Donc, on parle de 3 à 4 ans d'accompagnement au niveau de la formation. Donc, c'est vraiment sur du long terme. C'est pas une intensité parce qu'on veut vraiment... C'est la transition à la vie adulte active. Donc, ça se fait pas en, comme vous dites, une fin de semaine ou en quelques heures. Donc, on a fait un accompagnement qui est soutenu autant auprès de la personne que de la famille. Je comprends tout à fait. Puis en tout cas, j'imagine que sur cette formation-là, c'est ça, vous touchez à différents pans parce que c'est pas juste d'être capable de faire un travail. Et pour les gens qui sont moins familiers avec l'autisme, il y a toute une question aussi d'adaptation à l'environnement, une question des fois d'anticipation, de développer aussi j'ai le goût de dire des aptitudes ou des trucs pour vivre d'une certaine façon, là, pour pas vouloir se calquer sur des gens neurotypiques, là, mais vouloir quand même pouvoir fonctionner d'une certaine manière en société. Fait que j'imagine que vous touchez à différents éléments au-delà d'être opérationnel dans un travail, là. Exactement. C'est aussi ça la particularité puis l'innovation qu'on a mis en place. C'est-à-dire que pour nous, une personne qui va intégrer les services du TSA, on veut développer ses compétences au niveau social, donc être un citoyen actif et autonome, donc toute la notion aussi de la santé physique et mentale au travers de ça, mais aussi d'être une personne qui est un bon travailleur. Donc pour nous, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on veut que l'adulte autiste soit reconnu comme un citoyen dans sa communauté, dans son environnement, que ce soit quand il demeure chez ses parents ou pour ceux qui vont aller vers l'appartement, mais qu'il soit aussi une personne qui contribue à la société économique avec les capacités qu'il a et qui est capable de produire.
Donc, dans les partenariats qu'on établit avec ITSA, c'est sûr qu'on va être à la recherche d'entreprises. On travaille beaucoup avec des entreprises locales, donc des entreprises qui ont souvent des valeurs familiales aussi au travers de tout ça. Fait que l'adulte va être capable de se reconnaître dans son projet de vie en contribuant à la société, peut-être d'une autre manière, ça peut être du bénévolat aussi, peu importe. Mais l'idée, c'est que cet adulte-là soit capable de contribuer, de mettre l'épaule à la roue avec ce qu'il est capable de faire. Donc, évidemment, comme vous l'avez dit, on va parler des habiletés sociales, on va parler de tout le volet économique, de la santé physique, des premiers soins, on va parler de la famille, qu'est-ce que ça veut dire quand tu deviens parrain ou marraine, quand tu as une fratrie, qu'est-ce que ça veut dire quand on vieillit. Donc, toutes les choses qui font qu'on est un adulte actif dans sa famille, dans ses réseaux. Donc, ça fait partie des thématiques qu'on va aborder. Puis c'est pour ça que c'est important de nommer qu'on est un milieu de vie aussi. Donc, on vit avec eux, il se passe des situations, on leur explique qu'est-ce que c'est, on vit au travers de ces événements-là des apprentissages, ce qui fait en sorte que c'est pas quelque chose qui, comme on disait, plutôt dure une fin de semaine, puis oups, tu as tout appris, donc parfait, t'es rendu un citoyen, vas-y. T'sais. Donc, on est vraiment dans la clarté des concepts, dans l'apprentissage. Puis on voulait que ça se poursuive après. Donc, on a des très, très bons résultats. Les familles sont hyper satisfaites du travail qu'on réalise, mais il fallait que ça se traduise dans le socio-professionnel, étant donné qu'on a des adultes qui ont des besoins importants au niveau de l'environnement, du cadre, de la structure du temps, puis de l'espace. C'est pour ça qu'on a mis en place le Libellule, qui est la suite. Puis, on veut aussi ajouter d'autres services, parce que, comme vous l'avez nommé, la demande est grande. Il y a quand même 1% de la population mondiale qui vit avec l'autisme. Il y a beaucoup de c'est un diagnostic qui est pas en émergence, mais qui est en croissance. Ouais. Donc, un des objectifs qu'on a avec ITSA, c'est de développer d'autres volets à nos services parce que là, on était ciblé vers peut-être un profil qui était à la base les enfants des membres du conseil d'administration qui ont fondé ITSA. Mais tranquillement, on a des publics différents qui nous approchent, évidemment toujours en autisme, mais avec des caractéristiques plus variées. Donc, des gens qui ont peut-être des études postsecondaires, qui sont en appartement, qui ont leur permis de conduire, mais qui, quand ils arrivent pour trouver un emploi, à ce moment-là, savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile. Bien que tu as un intérêt sur un sujet, ça ne veut pas dire que tu vas faire ça comme emploi. Donc, c'est quand même des thématiques qui se retrouvent dans notre programme de formation. Oui, effectivement, il y a peut-être parfois un peu de recadrage d'attente, sachant, puis là, je ne veux pas généraliser parce qu'on ne peut pas généraliser sur le spectre, mais sachant que des fois, on se développe une passion là, quand on est... et puis la passion devient très viscérale, mais ça ne veut pas dire que ça peut en être un métier ou que ça peut contribuer à notre quotidien. Vous travaillez évidemment avec des organismes dans lesquels vous travaillez pour fournir cette main-d'œuvre-là éventuellement. Et dans le parcours de tout ça, est-ce que vous avez vu une évolution? Parce que vous êtes quand même là depuis, si je ne me trompe pas, à peu près les tout débuts, sinon les tout débuts de l'organisation. Oui. Avez-vous une évolution du côté des employeurs par rapport à l'ouverture d'esprit ou à la réceptivité par rapport à avoir des candidats et des employés qui sont sur le TSA? Oui, effectivement, moi, je suis la première gestionnaire de l'organisme, donc depuis ses tout débuts. Au début, je vous dirais que quand moi, j'ai mis sur pied mon atelier de travail, donc dans notre programme de formation, on a un atelier de travail. J'allais chercher des contrats dans des entreprises locales qui étaient proches de l'organisme. Puis, je devais travailler fort pour expliquer, qu'est-ce qu'on fait, deux, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Après ça, est arrivé les stages en entreprise. Donc, encore là, on devait approcher les entreprises pour leur prouver qu'on était en mesure d'aller contribuer à leur entreprise, qu'on était capable de faire des choses. Donc, au début, je travaillais très fort parce que oui, les gens sont ouverts, mais ils n'ont aucune idée à quel point ça peut modifier leur quotidien, quel genre d'adaptation ils vont devoir faire. C'est un sujet à la mode, entre guillemets, l'autisme, on en entend parler, il y a des films, il y a des séries, il y a toutes sortes de choses, mais concrètement, quand on rencontre l'entrepreneur ou l'entreprise, il ne sait pas trop qu'est-ce que ça va demander comme adaptation. Donc, c'est pour ça qu'ITSA a développé une proximité avec les entreprises. C'est-à-dire que souvent, les entreprises vont collaborer avec nous pour des petites choses, du bénévolat, des tâches, tout ça. Oups, ils vont nous accueillir en stage. Puis là, maintenant, avec le second volet là, qui est Libellule, ils vont passer, autrement dit, au travers des étapes, puis on va grandir avec eux.
Donc oui, il y a une ouverture, oui, il y a un intérêt, mais c'est toujours dans la façon en fait qu'on va expliquer et non pas ce qu'est l'autisme, mais ce qu'est la personne Ben oui. autiste devant nous. Ah, Donc c'est la nuance qu'on va apporter. une nuance fort importante. Alors, si vous voulez bien, on va prendre une petite pause. On est avec Julie Lahaye, qui est directrice générale d'intégration TSA. Et cette pause-là, on va la rendre un peu spéciale. On va entendre le témoignage d'une maman dont la fille a participé au programme d'ITSA. Je m'appelle Joanne Deblois. Je suis la mère d'Alexandrine Deblois-Jonca, une jeune fille de 25 ans qui a participé au programme d'ITSA. L'arrivée d'Alexandrine à ITSA, c'est un baume incroyable pour elle et pour nous. Il y a de l'espoir pour les parents qui entendent ça aujourd'hui. Il y a de l'espoir pour des jeunes autistes qui sont en mesure également de travailler, et ça permet donc aux parents et aux enfants de retrouver l'équilibre, parce que c'est ça qui est important, l'équilibre pour les deux, et de savoir que nos jeunes puissent pas juste être occupés, mais travailler, faire quelque chose pour lequel ils sont fiers. C'est ça qui est important. Et son éducatrice disait qu'elle voyait une différence incroyable dans le comportement d'Alexandrine, dans l'attitude générale, dans sa bonne humeur, dans son acceptation d'être à travers les autres et parmi les autres aussi, comme tous et chacun ont fait dans notre vie de tous les jours. Alors, ITSA, ça a été un grand bonheur. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le témoignage d'une maman dont la fille a participé au programme d'ITSA. On est de retour avec Julie Lahaye, qui est directrice générale d'intégration TSA à Québec. Je trouve ça intéressant qu'on ait ce point de vue-là dans l'émission. D'ailleurs, si les gens veulent le retrouver, c'est sur votre site web. C'était un reportage à Ami Télé, si je ne me trompe pas. Exactement. Et vous faites des belles choses. Je le disais tantôt, vous venez de fêter vos 7 ans le 30 mars dernier. Vous avez eu un événement. Vous avez d'ailleurs lancé une campagne majeure de financement. C'était probablement un très, très bel événement. C'est quoi les grands défis, justement, puis les grands besoins? Parce que qui dit campagne majeure de financement dit généralement plus que 2-3 $ à aller chercher, là. Exactement. Donc oui, on sort de grandes festivités. Le mois de mars, pour nous, c'est toujours c'est notre mois d'anniversaire. Cette année, on avait une grande nouvelle, en fait, à annoncer. On est en grande campagne de financement. On a joint des partenaires importants, dont la Fondation Autistes et Majeurs, dont la Fondation Mirella Lino Saputo, qui nous soutiennent. Pourquoi prendre cette décision-là? Parce qu'il faut aller plus loin. Ouais. Il faut plus. Il faut soutenir cette innovation-là. Et c'est difficile pour un organisme communautaire qui innove, qui rentre comme jamais dans une case au niveau des programmes gouvernementaux, d'être en mesure, en fait, de soutenir nos ambitions. Nos ambitions, c'est quoi? C'est d'être capable d'offrir, en fait, aux jeunes qui ont fait la formation ITSA, un espace qu'on appelle Libellule, donc un atelier de travail qui va être ouvert 5 jours par semaine, qui va pouvoir accueillir de 6 à 10 personnes qui ont vu une progression au travers des années, et des équipes volantes. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'une fois que la formation du TSA est terminée, on veut être capable d'offrir un milieu de travail, un milieu socio-professionnel à nos adultes qui n'ont pas la capacité, malgré le fait qu'ils ont fait le parcours de formation, de se diriger vers les entreprises adaptées ou vers des entreprises privées avec subvention. Donc, c'est vraiment une clientèle qui ont fait notre formation, mais qui vont demeurer avec des grands besoins et pour lequel, en fait, on veut offrir une solution supplémentaire. Donc, normalement, c'est des jeunes qui iraient vers les CIS et les CIUS, mais là, ITSA s'inscrit en étant en complémentarité pour faire en sorte que l'adulte autiste puisse continuer d'avoir un travail 5 jours par semaine. Et si je fais une petite nuance, nous, on parle de tâches de travail, de milieu socio-professionnel. L'idée, c'est de dire que cet adulte-là va contribuer à la société économique à la hauteur de ses capacités. Puis pour eux, c'est un travail, c'est pas de l'occupationnel.
Donc, pour mettre ça sur pied, bien évidemment, vous l'avez dit, ça prend des sous pour acquérir un nouveau local, pour être capable d'être ouvert 5 jours semaine, pour avoir des ressources humaines. Et l'autre volet, en fait, c'est d'avoir des équipes en entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui nous approchent en nous disant, écoute, Julie, c'est pas possible pour moi de t'envoyer le travail dans ton atelier parce qu'on parle d'une quantité trop importante. Mhm. Par contre, je serais prête à t'accueillir. Donc, à ce moment-là, c'est une petite équipe qui se déplace avec un éducateur du TSA et 4-5 adultes autistes qui se déplacent dans l'entreprise, mais qui vont rester sous la supervision de notre intervenant. Donc, c'est tout ça qu'on appelle libellule. Puis, vous comprenez, avec tout ce que je dis depuis tantôt, que cette croissance-là, on ne veut pas l'arrêter. D'accord. Donc, on veut ajouter des services, entre autres, durant l'été. On va avoir un programme qui va être destiné aux 15 à 18 ans pour les préparer à qu'est-ce que ça veut dire, le monde adulte. Parce que il y a une coupure, on l'a dit plus tôt, à 21 ans, ben je passe de 5 jours par semaine, je vais à l'école, j'ai mes amis, je fais des activités, j'apprends des choses, puis oups, tout d'un coup, je suis un adulte, c'est terminé 5 jours semaine. Donc, on veut ajouter des services toujours pour le public qui vit avec l'autisme. Et cette grande campagne-là, en fait, nous aidait, à acquérir la notoriété parce que, comme vous l'avez dit, on est un petit organisme, on a 7 ans, c'est pas très vieux comme organisation. D'avoir une communauté philanthropique autour de nous parce que on a des grands rêves, je pense que vous pouvez le constater, mais il faut avoir les moyens de nos ambitions. Puis en travaillant avec des personnes autistes, ça prend de la stabilité, ça prend une structure de l'environnement puis du temps qui est bien calmé. Donc pour concrétiser tous ces rêves-là, on a lancé notre grande campagne le 30 mars. Et là, en avril, c'est le mois de l'autisme, donc c'est le mois de sensibilisation à l'autisme, donc c'est une autre belle vitrine là, pour parler de ce que l'on fait et du public qu'on dessert. Bien, clairement, le momentum est là avec Intégration TSA, votre campagne majeure de financement. Bon, évidemment, en l'annonçant, c'est que vous êtes rendu dans une phase qui est publique, là, généralement, là, pour connaître la recette des campagnes majeures de financement. Je vous souhaite évidemment que les gens répondent à l'appel. Grosso modo, le total de votre campagne, c'est quoi votre objectif que vous avez besoin d'atteindre? On a fixé notre objectif à 2 millions sur un plan, en fait, qui est sur 5 ans. Donc, on a une progression de 5 ans qui totalise nos besoins de 2 millions. Oui, voilà. Donc, un objectif de 2 millions. Puis, quand on a lancé la campagne, on était à un petit peu plus que 50%. Donc, effectivement, la phase publique, on espère, va attirer plus de gens. Toutes les informations sont sur notre site Internet aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus, là, c'est la bonne vitrine. Bien, certainement. Déjà, il y a un intérêt. Il y a un intérêt qui est démontré là, si vous êtes rendu aussi loin dans votre campagne majeure. Je souhaite que les gens, à la hauteur toujours de leur capacité puis de leurs moyens, mais quand je dis les gens, ça peut être aussi les fondations, les entreprises, tout type de bailleurs de fonds répondent à l'appel d'Intégration TSA qui fait plus que de former, qui fait plus que de placer, qui fait plus que juste des petits bouts. J'ai l'impression que vous êtes un grand casse-tête complet et non pas juste des pièces qu'on voit dans d'autres types d'organisations. Puis c'est déjà bien qu'il y ait des pièces dans différents types d'organisations. Mais j'aime beaucoup, là, alors que vous êtes vous travaillez avec des gens qui sont sur un spectre. J'ai l'impression que vous êtes aussi sur le spectre de les prendre d'où ils sont puis de les amener ailleurs, toujours dans le respect de leurs capacités, de leurs intérêts et du marché aussi. Pour moi. Oui. C'est une belle façon de le dire. Là. C'est ce qu'on appelle une approche globale. En fait, on travaille avec l'humain et sa famille et on le prend où est-ce qu'il est, puis on évolue avec lui. Donc, ça va faire en sorte qu'on va l'accompagner dans les différents apprentissages. Ben oui, certainement. Et est-ce que vous avez des choses de prévues, justement, pour le mois d'avril dont vous parliez, là, qui est le mois où on met un peu plus de visibilité là, sur le trouble du spectre de l'autisme? Pour le moment, c'est sûr que le 2 avril, c'est la journée où est-ce qu'il y a eu la sensibilisation. Là. Donc, souvent, il y a des entreprises qui sont en bleu, tout ça. Ouais. Il va y avoir différents événements. C'est vraiment de suivre nos réseaux sociaux. Mais je ne vous cacherai pas que les plus grosses de nos festivités ont été lors du 30 mars, où est-ce que pour nous, ça a été des festivités. Il n'y a pas d'autre mot que de le dire, de souligner notre 7e anniversaire puis les belles nouvelles qu'on a annoncées. On travaille fort là, pour concrétiser en fait l'acquisition, là, en fait la location d'un nouvel espace. Donc ça va tourner beaucoup autour de ça. C'est sûr que sur nos réseaux sociaux, puis on va mettre
des vidéos. On essaye en fait d'expliquer aux gens c'est quoi qu'on fait parce que c'est pas toujours facile quand on comprend pas ce que c'est que vivre avec une personne autiste puis qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien. Sinon, c'est sûr que la Fédération de l'autisme a des initiatives tout le long du mois d'avril pour sensibiliser la population là, à l'autisme. Donc voilà. Je pense qu'ils ont, en tout cas, entre les mains, une excellente directrice générale pour mener, pas juste le mois d'avril, mais les 7 prochaines années d'ailleurs. Vous m'avez mentionné tantôt que le conseil d'administration, ce sont des parents qui identifiaient des besoins non répondus. C'est aussi ce qui a nourri les premières années d'intégration TSA. Ce sont ces besoins-là qui émanaient du groupe fondateur. Vous qui êtes arrivé comme directrice générale au tout début, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette organisation-là? Écoutez, moi, au départ, j'ai postulé, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'avais beaucoup d'expérience au communautaire avec d'autres publics, là, que ce soit des forces intellectuelles, tout ça. Donc, à la base, c'est la fibre communautaire, le fait de pouvoir faire beaucoup avec pas grand-chose, d'avoir une liberté d'action, d'avoir un impact direct aussi sur les usagers qu'on dessert. Puis, tu sais, quand on voit un parent t'expliquer ce qu'il veut pour son enfant, je pense que c'est comme impossible de ne pas embarquer là-dedans. Donc, c'est sûr que les parents qui étaient à la fondation de TSA avaient une drive, une énergie qui était vraiment débordante. C'est que j'ai embarqué là-dedans à titre de coordonnatrice au départ. Okay. Puis, ils se sont rendus compte que ça se pouvait pas, une coordonnatrice sans directrice. Fait que tout d'un coup, je suis devenue directrice générale. Voilà. Donc, puis depuis 7 ans, en fait, on vit cette aventure-là. Mais c'est vraiment l'impact de toutes les actions qu'on met, tous les projets qu'on met en place, les résultats qu'on a qui sont très tangibles parce que moi, j'ai la personne autiste avec moi dans mes services. Donc, c'est vraiment ça qui me garde là, qui me garde active. Puis de voir la progression. Tu sais, on a commencé en 2016 avec 5 personnes. On est rendu à 25 personnes dans la formation. Chacune de ces personnes-là ont entendu parler de nous par parents, du bouche à oreille, tout ça. Donc, c'est des impacts très tangibles. Donc, c'est ce qui me garde motivée à continuer l'aventure ITSA chaque jour. Certainement, vous êtes aux premières loges pour voir l'impact qu'a cet organisme-là auprès de ces jeunes-là, ces jeunes adultes-là. Oui. Je trouve ça fantastique. Le temps a passé très, très vite. Julie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à notre émission et d'avoir mis en lumière l'organisme extraordinaire qui vient de fêter ses 7 ans, qui vient de lancer sa campagne majeure de financement. Je vous souhaite le meilleur des succès, oui, pour la campagne, mais aussi pour la suite de votre organisation. Merci infiniment. Merci. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à vous rendre sur intégrationtsa.com. Vous aurez tous les liens pour les médias sociaux pour suivre les activités de cet organisme. Vous pouvez également les joindre au 418-871-4912, poste 120, pour en apprendre davantage, que ce soit pour bénéficier des services, pour voir comment vous pouvez soutenir l'organisme. Et évidemment, je vous invite, comme toujours, à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, on découvre un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lanteigne. Eh bien oui, comme la voix le dit, vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lanteigne, mais vous allez surtout écouter une directrice générale que je suis très content de recevoir, qui est Marie Houzeau, directrice générale du GRI Montréal. Bonjour Marie Houzeau. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Ben oui, bonjour, on est content de présenter cet organisme, de présenter aussi par ricochet l'organisme qui est GRI Montréal. GRI, pour les gens qui ne sont pas habitués à cet acronyme-là, donc Groupe de recherche et d'intervention sociale. Montréal, j'imagine, parce qu'on est dans le territoire de Montréal. Oui. C'est une déduction pas trop mauvaise des gens partant. GRI Montréal, même si je dis l'acronyme, même si je dis Montréal, j'ai l'impression que ça ne répond pas à la grande question de qu'est-ce que c'est exactement? Je pense qu'en tant que directrice générale depuis quelques années déjà, tu peux peut-être nous éclairer là-dessus. Bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, groupe de recherche et d'intervention sociale. Il y a donc 2 volets. Je vais commencer par l'intervention sociale. C'est vraiment le cœur de notre mission. Donc, un organisme dont la mission principale est la démystification de tout ce qui touche autour de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres, principalement en milieu scolaire, mais j'aurais envie de te dire un peu dans tous les milieux de vie, donc milieu jeunesse, milieu de travail, milieu même résidence pour aînés, HLM, etc., mais c'est vrai avec un focus sur le milieu scolaire.
Et quand on parle d'intervention sociale, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que je travaille avec une formidable équipe d'environ 200 bénévoles qui vont dans les classes à partir de la troisième cycle du primaire jusqu'à l'université, simplement répondre aux questions des jeunes basées sur leur vécu. Donc, ce ne sont pas des présentations théoriques. On ne fait pas, nous, l'explication de l'alphabet LGBTQ, mais vraiment répondre selon leur parcours de vie, depuis leurs premiers émois ou leur première prise de conscience par rapport au fait qu'ils étaient, en fait, faisaient partie d'une minorité. Et puis, jusqu'à maintenant. Et donc, les jeunes peuvent poser toutes les questions, tout ce qui leur vient à l'esprit. Il n'y a pas de questions taboues. Et ça va toujours être en réponse sur base de leur vécu. Donc ça, c'est vraiment la partie intervention sociale. On rencontre environ 30 000 jeunes par année de cette façon-là. 1200 ateliers dans la grande région de Montréal, comme tu l'as très justement dit. Et puis le volet recherche, en fait, qui est lié très intrinsèquement avec le volet intervention sociale. Donc, c'est de la recherche communautaire. Toutes les personnes qu'on rencontre remplissent un questionnaire qui permet deux choses, en fait, qui permet de prendre un peu le pouls de leur compréhension de certains concepts qui sont liés à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, et aussi de faire une évaluation d'impact. Donc, ils répondent à des questions juste avant l'intervention et juste après, et on voit si leur niveau de confort a évolué ou régressé en fonction de ce qui leur a été partagé pendant cette heure et quart. J'espère que ça régresse pas trop. C'est heureusement assez rare, mais figure-toi que ça arrive quand même pour toutes sortes de raisons. Ça peut arriver, oui. Ouais, probablement que c'est aussi ça peut arriver à l'occasion que ce soit des jeunes qui n'ont jamais été... ou qui ne pensent pas avoir été confrontés à cette réalité-là. Puis là, ça vient peut-être justement les déstabiliser par rapport à différents éléments puis des perceptions. Fait que le volet de recherche est super intéressant parce que vous prenez une mesure aussi en même temps de l'évolution sociale du cadre parce que vous disiez, vous ne faites pas la déclinaison de l'alphabet par l'acronyme. Il s'est rajouté quelques chiffres, quelques lettres à cet acronyme-là. Est-ce que ça a changé au fil du temps, vos interventions? Est-ce que vous mettez aussi en lumière ces autres réalités-là qui étaient peut-être moins mises de l'avant par le passé? Bien, ça, c'est sûr, parce que comme on disait tout à l'heure, nous, c'est basé sur le vécu de nos intervenants. Donc, tantôt, tu disais depuis quelques années, oui, ça fait 18 ans que je suis directrice générale du Gris Montréal. Vous êtes majeure maintenant. Oui, voilà, exactement, dans notre relation. Et 20 ans, en fait, que j'en suis membre, puisque je suis arrivée comme bénévole d'abord. Et quand je suis arrivée, c'était gay, lesbienne. Bon, voilà. Quelques années plus tard, quand même, la bisexualité, les jeunes posent des questions. Est-ce qu'on a des intervenants bisexuels? Bon, plutôt, non, oui, bon. On a travaillé là-dessus. On a commencé à en avoir. Vous en avez trouvé, on en a trouvé, voilà. Mais ils étaient moins nombreux à l'époque. Et puis, de la même façon... vers 2015-2016, la question des identités de genre sont devenues de plus en plus présentes dans les écoles. Donc là aussi, on n'a pas mis les deux réalités ensemble parce que pour des périodes qui sont quand même assez courtes, d'une heure et quart, nous, ça nous paraissait important de pouvoir garder un focus soit sur les questions d'orientation, soit sur les questions d'identité. Parce que, oui, bien sûr, on fait partie d'une grande communauté, mais les réalités sont quand même différentes. Donc là, on a commencé à faire des interventions qui parlaient d'identité de genre. Et bien sûr, comme c'est sur base de vécu, là, c'est là qu'on a commencé à avoir des intervenants, des intervenantes trans et non-binaires. Donc, oui, le membership du GRI en tant que tel a évolué avec l'acronyme, si on peut dire. Ben oui. Mais ça reste, ça reste géré de la même façon, je dirais, avec le même type d'échange, en fait, avec les jeunes. Parce que les étiquettes, c'est une chose, mais en fait, ce qui compte, c'est le ressenti, c'est le vécu, ce sont les parcours narratifs, ce sont les échanges, les émotions. Donc, oui, peut-être que ça change dans les 30 premières secondes. Tu dis que tu sois lesbienne, bisexuelle, pansexuelle, queer ou whatever. Mais après, les jeunes, c'est pas vraiment ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est comment tes parents ont réagi. Et est-ce que ça a été difficile pour toi de l'accepter? Est-ce que tu as une blonde? Comment tu l'as rencontrée? Des fois, qu'est-ce que tu fais au lit avec elle? On a aussi ce genre de questions. Oui, parce que les jeunes, des fois, n'ont pas toujours ce filtre-là. Puis bon, ça doit donner des moments cocasses parfois et peut-être plus complexes d'autres fois. Oui, en effet. Mais nous, on part justement avec l'idée que, comme je disais tantôt, il n'y a pas de question taboue.
Et les questions qui touchent à l'intimité, à la sexualité, à la conjugalité, aux géométries de couple, sont des questions qu'on va accueillir et auxquelles on va répondre avec beaucoup d'authenticité, de transparence, évidemment avec un vocabulaire qui est approprié pour l'âge. Oui, c'est ça, du cycle au primaire, oui, effectivement. C'est ça, vous adaptez au public. Là, oui, tout à fait, exactement. Mais pour nous, c'est important d'y répondre parce que ne pas y répondre, pour nous, ce serait ouvrir la porte, dans le fond, à un certain renforcement des idées préconçues, des préjugés. Et avec cette idée que si même nous, on refuse d'y répondre, c'est quand même que ça doit être un peu bizarre. Alors, on préfère répondre pour démontrer que non, il n'y a rien de bizarre. Non, évidemment. Évidemment, vous avez, dans ma tête, quand je pensais au gris, pour moi, le gris, c'était l'école secondaire. C'était une présentation, effectivement, avec 2 intervenants. Tu sais, j'en gardais un certain souvenir. J'étais content de savoir qu'on commençait dès une partie du primaire, évidemment pas en prématernelle, mais et que ça se rendait à l'université, milieu aîné, jeunesse, adulte, comme vous disiez. Dans les 18 années depuis lesquelles là, vous êtes... Je passe du tout au vous, là. Vous êtes à Gris-Québec. Déjà, bon, je change de ville en plus. Dans les 18 dernières années... Donc, tu me peux me tutoyer et nous sommes à Montréal. Nous sommes à Montréal. Donc, est-ce que tu as constaté un changement, peut-être par rapport aux recherches, là, d'ailleurs, au volet de recherche que vous faites, sur la façon que les gens accueillent déjà ces interventions-là, sur comment les jeunes réagissent sur le avant puis le après la rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Est-ce que les indicateurs ont changé un peu? Oui. Pas à Montréal, peu, reprécisons-le, revenons à Montréal. Pas qu'un peu, d'ailleurs. Pour certaines, ne serait-ce que des données sociodémographiques qui sont assez intéressantes. Par exemple, on leur pose une question sur leurs attirances. Donc, on leur demande pas de s'étiqueter, de nous dire est-ce que vous êtes gay, lesbienne, hétéro, mais on leur demande leurs attirances. Okay. Donc, ils ont plusieurs possibilités, les gars, les filles, les deux, je ne sais pas. Bon. Et on a fait justement, il n'y a pas tellement longtemps, un regard longitudinal sur cette question-là, en 5 temps de mesure, depuis le début des années 2000 et maintenant. Et on voit qu'il y a vraiment une grosse différence là, de plusieurs, je dirais presque 15 points de pourcentage, entre le début des années 2000. Ils étaient, là je n'ai pas les chiffres devant moi, donc j'y vais de mémoire, mais plus de 90% à dire qu'ils étaient attirés seulement par l'autre sexe. Ouais. Autant les filles que les gars. Et on est plus maintenant aux alentours de 75%. Oh. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nombreux qu'avant, non. Mais ça veut dire qu'il y a une évaluation de leur milieu qui fait qu'ils se permettent d'exprimer cette attirance qui n'est pas uniquement normative, qui n'est pas uniquement hétérosexuelle. Donc ça, c'est assez intéressant de voir cette évolution-là dans les 20 dernières années, finalement. Et puis, il y a aussi, des questions spécifiques. On pose des questions, en fait, qui leur permettent de s'exprimer vis-à-vis des situations de la vie courante. Donc, si ils apprenaient que leur meilleur ami était gay, ou si ils voyaient 2 hommes se tenir la main dans la rue, ou si ils apprenaient que leur frère ou leur sœur faisait une transition, des choses comme ça. Bon. Et là aussi, on voit l'évolution de leur niveau de confort qui évolue dans le bon sens, je dirais, quand même, de façon générale. Qui évolue aussi au fur et à mesure, ou je dirais parallèlement à l'actualité des fois. Donc je me souviens quand on était en plein dans toutes les questions du mariage entre conjoints de même sexe, il y avait beaucoup de discussions là-dessus et ils s'exprimaient par rapport à leur opinion sur ces questions-là. Donc maintenant, tu leur poserais, ils n'ont même pas l'idée que ça n'était pas possible avant. Ah, okay, donc, voilà. Bon. Donc oui, les choses évoluent. Là, j'ai donné les volets positifs. Il y a des volets moins positifs aussi. Comme pour tout autre sujet, il y a une polarisation qu'on sent dans certains milieux. Il y a aussi des facteurs sociaux qui ont un impact sur l'ouverture des jeunes. Donc, il y en a qui n'hésitent pas à exprimer leur désaccord, on va dire ça comme ça. Je comprends. Effectivement, puis j'ai eu quelques discussions dernièrement qui me disaient qu'il y a eu une belle évolution dans les mentalités, on a pu constater, mais que dans les dernières années, il y a eu une certaine régression sur certains pans, là, des micro-agressions, des positions plus drastiques là, qui pourraient
Ben, effectivement, je pense que tu utilises le bon mot parce que on est maintenant dans un moment, en fait, où on ne parle plus spécifiquement de droits humains, donc où on va, avoir une progression vers toujours plus d'acceptation parce que on touche à des minorités et on est dans un pays où on pense que les protections des minorités, c'est important, donc on travaille là-dessus. Avant, c'était ça. Et on a bien avancé là-dessus. Mais maintenant, on est à un moment où on ne parle plus de droits humains, on parle de questions d'opinion. Ouais. Donc, on peut être pour ou contre, en fait. Comme on peut être pour ou contre la poutine, on peut être pour ou contre l'identité de genre ou pour ou contre l'orientation sexuelle. Mais là, ça change complètement le débat. Là. Totalement. Ah. Alors, ça donne lieu des fois à des conversations qui sont moins ouvertes. Oui, moins de nuances, puis on dirait que tout le monde se sent le besoin d'avoir une opinion, et même si tu n'en as pas, soit t'en émettre une. On va continuer là-dessus dans un petit instant, si tu le veux bien, Marie-Haro de Gris Montréal. On va prendre une courte pause, puis on poursuit cet échange-là, fort intéressant, dans quelques instants. Alors, on est de retour avec Marie Houzeau, directrice générale du Gris Montréal. Alors, sincèrement, désolé, Marie et chers auditeurs et auditrices, là, j'ai débaptisé, j'ai tutoyé, vous voyez, je me suis trompé de ville. On se reconcentre, ça va bien aller pour la deuxième partie de l'émission. En tout cas, c'est le souhait que j'en ai. On verra si l'intention va se concrétiser. On parlait, bon, évidemment, de la société qui évolue. Ce que j'ai vu sur le site aussi qui m'avait fasciné, j'ai vu qu'il y avait... on posait la question, entre autres, je pense que les chiffres étaient plus marqués du côté des répondants garçons, c'est-à-dire, si j'ai un ami qui s'identifie peut-être dans cette réalité-là, homosexuelle, lesbienne, il y a un certain niveau de confort. Si c'est un frère ou une sœur, le niveau de confort est un peu moins grand. Donc, quand ça vient jouer dans la proximité, on dirait qu'il y a encore du travail à faire. Plus c'est loin, moins ça me dérange, plus c'est proche de ma réalité, peut-être qu'il y a encore 2-3 affaires à déboulonner comme mythe. Là. Exact, tout à fait. Puis il y a vraiment une corrélation très, très claire, très flagrante avec ce degré de proximité, comme tu dis, sauf pour les signes d'affection en public. Parce que là, tu pourrais dire, là, ils les connaissent même pas. Ça devrait déranger personne. Ah ben non, c'est encore la catégorie de questions où le niveau de confort est le plus bas. Donc, particulièrement pour les hommes. Donc, les manifestations d'affection en public entre deux hommes. Et c'est précisé entre parenthèses. On parle de se tenir la main ou de s'embrasser. Donc, rien d'extravagant. Non, on n'est pas en train de se frencher dans le coin d'une ruelle. Non, pas du tout. Donc, ça, c'est quand même encore quelque chose qui semble inconfortable pour beaucoup de jeunes. Je comprends. Puis effectivement, d'où la pertinence de continuer et que Gris existe pour intervenir déjà aussitôt auprès de ces jeunes-là, parce que sinon... Plus le temps passe, moins on en discute, moins on crée un climat d'ouverture, plus les préjugés se renforcent. Et si un préjugé se crée à cet âge-là et pas déboulonné, détravaillé, il y a des bonnes chances qu'il reste toute une vie. Là. Tout à fait. Hein? Donc, on a l'habitude de dire que personne ne naît homophobe ou transphobe. Hein? On le devient. Donc, si on peut s'adresser à eux avant que ça se cristallise, c'est toujours ça de gagner. Hein? C'est toujours plus facile d'empêcher la création d'un préjugé que de le défaire. Donc, oui, c'est important. Puis on voit d'ailleurs, c'est flagrant la différence entre les jeunes du primaire et le secondaire. Au primaire, ils ont cette candeur, cette belle naïveté où ils vont poser des questions, puis tu réponds, puis OK. Voilà, c'est comme ça. La page blanche s'écrit avec eux et ils reçoivent l'information avec une grande ouverture, en fait. Quand on arrive au secondaire, on sent déjà que l'influence de la société, peut-être des fois l'influence de la famille, l'influence du groupe d'amis s'est fait sentir et que là, le jugement est plus présent, oui. Tout à fait. En tout cas, je vais continuer de savourer le moment où mon fils est au primaire. Mais à l'heure actuelle, quand ses amis demandent pourquoi il y a deux papas, lui, il est fier d'avoir deux papas. Puis il n'y a pas très longtemps, il me disait, j'ai une amie qui maintenant est plus un ami.
Puis je dis, ben, ça change quelque chose pour toi? Il dit, ben non, c'est mon ami. Je dis, wow. Tu sais, si on Ouais. pouvait rester là et que ça soit pas plus compliqué que ça, la vie, mon Dieu, que ça se passerait bien, mais il y a tout un environnement autour de tout ça qui vient Tout à d'éviter. fait. Alors, disons là que les gens réussissent à me suivre, là, même si j'essaie de les mélanger depuis le début de l'émission, et que j'ai le goût de m'impliquer avec le Gris Montréal. Je trouve ça fantastique. Là. Ben, vous êtes déjà quand même 200 quelques Oui, bénévoles. on n'est jamais assez. Oui. Vous n'êtes jamais assez, Non. parfait. Donc, disons que j'ai goût d'être un bénévole de plus. C'est quoi évidemment, je dirais pas le portrait type, là, parce qu'on est dans la diversité. Fait qu'on on va essayer de pas trop généraliser, mais c'est quoi un bon bénévole potentiel? D'abord, c'est quelqu'un qui a du temps. Tu ne seras pas surpris par cette question. Bon, je me retire de l'offre. Mais c'est quelqu'un qui a du temps, en tout cas un peu entre 9 et 4 heures, parce que forcément... Vous allez dans les écoles ou dans le milieu de donc, travail. Ben oui. Quelqu'un qui travaille de 9 h à 5 heures peut nous aider aussi, mais pas de cette façon-là. Donc, ça, c'est un peu un prérequis. Après, évidemment, il faut soi-même faire partie des communautés LGBTQ et avoir une certaine aisance à parler en public. Ouais. Mais à part ça, c'est tout. Parce que, comme tu le dis très bien, on a besoin d'une diversité de parcours, d'âge, d'origine, de religion, donc parce qu'on veut être le plus fidèle possible de la diversité qui existe au sein de nos communautés aussi. Donc, vraiment, tous les parcours sont les bienvenus. Et depuis toujours, je dirais qu'on a du mal à répondre à la demande. Alors, on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Et on forme, d'ailleurs, bon an, mal an, on forme entre 60 et 80 personnes. Parce que vous ne les lancez pas dans les écoles tout de suite, là, ces bénévoles-là, j'imagine que vous devez leur donner un minimum de cadre sur le type d'intervention, le type de vocabulaire et de réponse à adapter en fonction du public. Oui, je te dirais même peut-être un maximum de cadre. Plus un maximum qu'un minimum, oui. Oui, c'est ça. Très sage. C'est quand même une formation assez en profondeur, pour toutes sortes de raisons. D'abord, on intervient dans des milieux quand même qui sont sensibles. Les écoles n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui, donc il faut quand même qu'on s'assure que tout est bien encadré de ce côté-là. Puis aussi, les jeunes, ça pardonne pas. Alors, si tu as de la difficulté à maintenir l'intérêt plus que 5 minutes, ça va être long, la période. Donc, oui, il y a des trucs pour ça, et puis on tente vraiment de les outiller au maximum pour qu'ils se sentent en sécurité eux-mêmes et elles-mêmes quand elles vont dans les classes. Ouais. Puis ce bénévole-là, une fois qu'il a manifesté son intérêt, a passé à travers la formation, a passé sa diplomation de bénévole. Oui. Qu'est-ce qui l'attend lorsqu'il s'en va faire du bénévolat? Est-ce que l'école, pas l'école, mais est-ce que les groupes sont préparés à cette visite-là ou c'est on vous catapulte dans le gymnase, surprise, on parle de diversité de genre ou de diversité sexuelle, puis alors, allez-y. J'ai envie de te dire oui à toutes ces propositions. Parfait. Donc, ça dépend vraiment des milieux, sauf la question gymnase, non, parce que nous, on insiste vraiment pour que ce soit par groupe classe, pour garder en petite cellule. c'est ça, une certaine intimité, un certain niveau de confort pour eux aussi, pour qu'ils puissent être en mesure de poser toutes leurs questions. Sans peur du jugement des personnes non connues. Ouais. Mais ça va vraiment... Alors là, toutes sortes de situations, des profs qui appellent pour leur propre groupe et qui vont en faire avant qu'on arrive 3 séances de préparation, puis là, ils sont super préparés et voilà. Des fois, c'est l'AFSEC ou le TS ou le psychoaide qui a organisé les interventions pour tout un niveau. Donc, mettons, on va aller voir toutes les 4e secondaires de cette école-là. Et c'est lui ou elle qui a organisé l'horaire. Et donc, on se retrouve catapulté au cours de maths ou de bio avec un ou une prof qui est plus ou moins content de nous voir. Ça dépend des fois. Donc les élèves doivent être contents s'ils sauvent d'un cours de maths, là, j'imagine. Là, les élèves sont d'habitude assez contents de nous voir. Et là, le niveau de préparation est proche de 0. Ben oui. Donc, il y a vraiment toutes sortes de situations. Est-ce que les profs sont outillés pour la suite? Parce que j'imagine que oui, les jeunes posent des questions. J'espère qu'ils en profitent au maximum. Puis là, je parle des jeunes, mais tous les autres groupes. Mais une fois que les bénévoles quittent...
je veux dire, le sujet n'est pas nécessairement clos. Là. Non, pas du tout. Ben, écoutez, nous on fait des guides pédagogiques aussi. Okay. Et après chaque intervention, on a une activité qu'on laisse aux enseignants qui s'appelle « Pour que l'effet continue ». Et qui leur permet de faire une discussion de debriefing, en fait, avec les jeunes et de voir comment ça s'est passé pour eux. Mais encore une fois, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis encore une fois, ça dépend. Est-ce que c'est le prof qui nous a appelés? Ça va évidemment avoir un autre effet par la suite que si c'est, on était dans le cours de maths et puis... On est parti. Le cours, ce sera sur la racine carrée. Là. Donc, ils n'en reparleront probablement plus. Probablement qu'il y a moins d'applications en maths 436 que dans d'autres contextes. Ouais, voilà. En 2020, vous avez fêté, pas vous, mais le GRI a fêté 25 années. Mm-hmm. Je vais juste nommer les chiffres parce qu'ils m'ont marqué quand je les ai vus sur le site. Là, puis c'est les chiffres, évidemment, de 2020. On se remet en contexte qu'il s'est passé 3 années. Probablement que ça a bougé aussi dans les 3 dernières années. Vous avez probablement dû adapter vos interventions avec un truc qui s'est appelé la COVID. Là. Mais en 2020, 25 ans, on parle de 444 000 personnes rencontrées, 248 000 heures de bénévolat, 16 000 interventions et en termes de bénévoles, 1850 bénévoles formés. Mm-hmm. C'est significatif, mais j'imagine que les bénévoles, vous l'avez dit tantôt, là, tu l'as dit tantôt, et on en a toujours besoin de plus. La pénurie de la main-d'œuvre, pour moi, c'est une pénurie de la main-d'œuvre autant de salariés que de bénévoles en ce moment dans les organisations. Est-ce que vous êtes constamment fragile par rapport à ça? Vous avez toujours un noyau dur qui vous permet là, de répondre à une partie, parce que peut-être que vous ne répondez pas déjà à toutes les demandes. Là. Non, on peut pas répondre à toutes les demandes. Je dirais alors, encore une fois, j'ai envie de dire oui à toutes tes suggestions, mais donc, oui, il y a une certaine forme de fragilité parce que, le bénévolat aussi, tu sais, c'est une roue qui tourne. Hein? Ouais. L'implication bénévole, c'est rare que les gens restent là pour toute une carrière. Je crois qu'on on a des bénévoles qui sont avec nous depuis plus de 20 ans. Wow! Mais on a par contre quand même une certaine forme de solidité parce que nous, notre cycle de bénévolat est quand même plus long que la moyenne des organismes. Donc, on a un taux de rétention qui semble intéressant. Apparemment, on ne les traite pas trop mal, nos bénévoles. Oui, clairement. Mais oui, on est toujours en train d'en former des nouveaux, des nouvelles, puis toujours un peu en train de courir après nos stats pour pouvoir répondre au plus de demandes possibles. Ouais. Mais malheureusement, des fois, on doit dire non. Mm-hmm. Ben oui, je comprends. Puis tu le disais d'entrée de jeu, il y a une personne qui a commencé comme bénévole et qui, à peu près 2 ans plus tard, a décidé de devenir directrice générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas pour devenir directrice générale, mais déjà l'appel puis l'intérêt envers le GRI. Puis après ça, dire, ça ne sera pas juste du bénévolat, finalement, ça va peut-être devenir une partie de la carrière. Oui. Écoute, moi, je suis belge d'origine. Je suis arrivée ici en 1999. Merci de préciser le siècle. Non, tu es rendu là. Et puis, c'est ça, donc le temps de m'installer un petit peu, je suis arrivée au GRI en 2003, puis je trouvais cet organisme absolument hallucinant qu'on puisse faire ça dans les écoles. Ça me touchait encore plus que... En fait, je suis enseignante de formation, donc ça, c'est encore une autre vie avant l'autre vie. J'avais laissé le milieu scolaire pour toutes sortes de raisons, mais mon orientation sexuelle faisait certainement partie de ces raisons-là. Le fait de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir la vivre, c'était encore un milieu très, très rétrograde, très conservateur. Je crois que ça l'est encore. Le milieu scolaire peut encore être assez conservateur. Ouais. Donc, d'arriver ici, de dire « Ah, tiens, il y a un organisme qui fait ça, qui rentre dans les écoles, qui parle d'orientation sexuelle avec les jeunes, c'est fantastique, je veux faire ça. » Hop. Donc là, je suis rentrée comme bénévole. Et le GRI, c'est vraiment... Bon, c'est sûr que le GRI de 2003 et le GRI de 2023, c'est pas tout à fait le même GRI, mais le GRI de 2003, c'était vraiment une famille déjà tissée serrée, un organisme très chaleureux où la mission était mise au-dessus de tout. Il n'y avait pas de dissension dans cet organisme-là. C'était vraiment agréable. Et un an après, je faisais partie du conseil d'administration. Moi, j'avais un background en développement organisationnel. J'ai aidé un petit peu, fait la première planification stratégique. Et puis, le directeur a pris sa retraite. Ah, et là,
Je me dis, tiens, est-ce que pour une fois, je ferais autre chose que venir faire de la consultation puis m'en aller, laisser se débrouiller les gens, mais faire un petit peu moi-même ce que je prêche dans mes interventions avec mes clients. Et voilà, j'ai déposé mon CV et puis voilà, 18 ans plus tard. Wow! Il y a clairement une recette spéciale chez Gris Montréal pour garder vos bénévoles aussi longtemps et garder votre directrice générale. et je ne sais pas pour le reste des employés, mais il y a une magie qui s'opère dans votre organisation parce qu'on le voit ailleurs, le taux de roulement dans les organismes communautaires, dans les fondations, tout ça, on le voit, c'est assez troublant. Donc, tant mieux. Vous avez quelque chose de merveilleux du côté de votre organisme. Je trouve ça fantastique. Merci énormément, Marie Houzeau de Gris Montréal, d'avoir pris ce temps-là pour avoir un peu, comme vous faites dans votre mission quotidienne, démystifier un peu les choses, démystifier le gris pour ceux qui ne connaissent pas. Vous faites énormément de changements auprès de ces jeunes-là, ces adultes, puis aussi des profs, puis des gens qui travaillent dans ces écoles-là. Toutes les mentalités sont bonnes à changer des fois, alors tant mieux si vous avez trouvé la bonne recette, puis certainement que vous l'avez faite. Si vous avez du temps, vous voulez vous impliquer, écoutez, contactez le Gris. Pas trop compliqué, gris.ca. Vous pouvez également les joindre au 514-590-0016. Et si jamais vous êtes dans une école, vous êtes dans un milieu, on l'a dit milieu aîné, jeunesse, adulte, écoutez, n'hésitez pas à faire appel à cet organisme-là. Vous pouvez également les soutenir en faisant un don, évidemment, c'est un organisme de bienfaisance. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore, Marie Houzeau. Merci également à notre première invitée en première partie. Merci également à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. À vous qui êtes à l'écoute, merci d'avoir été encore une fois avec nous au rendez-vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais vous dire rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste.